quelles sont les deux équipes qui sont opposées? Narbonne et Béziers. Alors, Diego Minaro, j'ai joué talonneur ici à Béziers durant 10 années. J'ai évolué aussi sur le club du 13 catalan. Je suis passé par Narbonne, où j'ai fait une saison sur Narbonne. Et puis ensuite, j'ai fini dans mon club de village, qui était le club de Nissan, en honneur. Voilà, la boucle était bouclée. Un derby, si vous voulez, c'est un peu la suprématie entre les deux villes que sont les villes de Narbonne et la ville de Béziers. Voilà, donc c'est une sorte de fierté languedocienne. C'est des hommes qui portent des maillots, qui défendent des couleurs, des valeurs. Et c'est toute une ville qui est derrière son équipe. Et gagner le derby, c'était quelque chose de très important dans la vie du rugby languedocien, quoi. Et pour moi, c'est ça le derby. C'est-à-dire que bon, voilà, ces derbys, automatiquement, ils étaient préparés, c'était une case qui était vraiment cochée sur le calendrier de l'année. Et puis bon, tout le monde autour faisait monter la mayonnaise, les médias, toutes les personnes qui s'intéressent au rugby automatiquement parlaient de ce match, c'était vraiment le big match. Et puis voilà, et comme je vous le disais, voilà, on se connaissait, on avait beaucoup de respect entre tous, même si parfois il y a eu des derbys un peu difficiles, hein, parce qu'à l'époque, bon, ça joue à la main, mais pas à la main un peu dans les deux sens du terme. Donc voilà, mais c'était ça, c'était un derby, c'était un match vraiment atypique, quoi. En fait, je pense que pour toute préparation de match, le plus difficile, c'est tout l'avant-match, c'est la semaine, parce qu'un match se prépare parfois d'une semaine, ou des fois ça se prépare sur un mois, hein, sur des matchs comme le derby. Et en fait, cette attente, elle est très difficile à gérer, émotionnellement, mentalement, c'est très dur à gérer. Et en fait, comme vous dites, l'arrivée dans le couloir, c'est un peu le dénouement, quoi. On languit qu'une chose, c'est de toucher ce premier ballon et de faire retomber cette pression et être vraiment dans le match, quoi. C'est surtout ça, c'est la libération, quoi. C'était surtout ça, quoi. Le couloir et juste avant de rentrer. Mais bon, après, chacun vivait sa motivation à sa façon, d'autres de manière plus émotionnelle, d'autres un peu plus tempérée. Et il fallait quand même être opérationnel en gardant les limites de la règle pour éviter justement de ne pas mettre en danger l'équipe au niveau de comportements qui auraient été répréhensibles par l'arbitrage. Voilà. Mais oui, en fait, les supporters sont toujours importants, et notamment sur les villes de Narbonne et de Béziers, où il y a vraiment une culture rugbystique. Et on est très heureux d'avoir des supporters aussi passionnés. Ils ont été gâtés parce qu'ils ont eu de très beaux joueurs à Narbonne, et j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Didier Codorniou, je suis très fier d'avoir joué avec lui, et bien d'autres, Marc Delpoux, ils étaient, je ne veux pas tous les citer, Patrick Estève, voilà. Et c'était extraordinaire. Et sur Béziers, Dieu sait s'il y a eu d'énormes joueurs, il y avait des armadas de joueurs exceptionnels, quoi. Et notamment cette finale Béziers-Narbonne qui a été vraiment un crève-cœur et qui reste un crève-cœur encore, je crois, pour les gens de Narbonne, avec ce fameux drop d'Henri Cavrol, quoi. Ça reste, c'est le coup de poignard, quoi. Voilà. Donc il y a ce côté dramaturge aussi qui fait partie un peu de l'histoire. En fait, le rugby aujourd'hui, c'est comme les jeux du cirque dans l'Antiquité romaine, hein, puisque aujourd'hui, ce sont nos gladiateurs, hein. C'est les gladiateurs des temps modernes. Et puis, il faut savoir aussi que Narbonne a été la capitale de la Gaule narbonnaise, qui s'étendait du lac Léman, Antibes, Castelroussillon, Toulouse, capitale, Narbonne-Marsus. Et une particularité entre Béziers et Narbonne, sur la voie domitienne, un seul tournant. Donc vous voyez, je suis un petit historien un peu de la région, et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de citer le fameux Oppidum d'Anserune, où les premières peuplades gauloises étaient installées, et ainsi que l'Oppidum de Montlerès, qui a été la première ville gauloise de Narbonne. Voilà. Je ne pensais pas que ça chambrait, quoi. Je pense qu'il y avait plutôt des gestes
très viril, très appuyé, qui pouvait permettre de marquer son adversaire et parfois lui faire péter un peu les plombs, le faire sortir de ses gonds. Mais à cette période-là, à cette époque-là, il n'y avait pas de chambrage, on se respectait, on ne branchait pas comme ça. Hein. Alors, on mettait des gestes, on mettait un bon plaquage, une belle percussion, et c'est ce que le rugby permettait par la règle. Mais après, chambrer, c'était vraiment pas dans notre culture. Hein. À cette époque-là, on ne se chambrait pas, hein. Les mecs ne chambraient pas. Aujourd'hui, ça chambre. Hein. Ça aurait été à l'époque, ça aurait été pas beau et je pense que ça aurait généré pas mal d'incidents. Et disons que le derby qui m'a marqué, bien sûr, c'est ce fameux derby où le pauvre Pierre Lacan nous quitte, on gagne à Narbonne. Et sur le retour, on s'arrête chez moi à Nissan, où à l'époque j'étais hôtelier. On fait une grande fête et puis on fête cette victoire sur Béziers. Et puis malheureusement, Pierre au retour sur les Ignans nous quitte justement à la sortie de Coursant. Et malheureusement, il avait été étincelant sur le match, il a été fabuleux comme toujours. D'ailleurs, on le voyait toujours dans des attitudes comme ça avec ce ballon. Sitôt qu'il partait avec un ballon, derrière lui, il avait une nuée de joueurs parce qu'il délivrait toujours ce qu'on appelait un caviar. C'est un mec, il avait toujours ces attitudes-là. Ça avait été un derby qui m'a marqué parce que bon, on avait gagné et puis c'était le dernier match de Pierre. Et je crois que c'était un grand moment. D'ailleurs, je crois qu'au match retour, Narbonne était venu nous gagner sur Sauquerre. Et là, j'avais été impressionné par... il y avait comme une chape de plomb sur le stade de Sauquerre, il était plein à fond. Il y avait une lourdeur, une pesanteur, puisque c'était le match retour avec le drame qu'on avait vécu. Et Narbonne a gagné ce match. Voilà, voilà un peu les moments que je me souviens forts de ces derbys. Mais il y a sur Narbonne, vous savez très bien, ils ont dû vous en parler, c'est toujours le même qui revient. Hein. Je veux dire Didier Codorniou. Eh ben non, Francis Deschamps. Ouais, bon, écoutez, c'était son rôle, c'était marrant parce que c'est un garçon, vous le connaissez, brillant, intellectuel et tout, mais bon, il avait son caractère ariégeois et puis il était craint sur les terrains. Et je me souviens d'une tournée qu'on avait fait en Argentine où justement l'attelage c'était Deschamps Wolf. Et il y avait eu un fameux derby où ils avaient passé tout le match à se chamailler. Et puis je crois qu'à la fin du match, Francis Deschamps était parti en course, poursuite derrière Jean-Paul. Voilà. Donc je me rappelle de tout ça, c'est des anecdotes. Voilà. Oui, en fait, la culture du jeu narbonnais était une culture où ils ont eu de gros paquets d'avant, mais ça a été surtout une culture de jeu de ligne. Hein. Avec les superbes joueurs que vous avez eus, les Sangali, les Maratuèche, les Codorniou, tout ça. Il y a vraiment une culture du jeu de ligne où vraiment ça jouait très très bien le ballon et il y avait des joueurs brillantissimes qui étaient sur Narbonne, alors que nous, sur Béziers, on avait de très bons joueurs puisqu'on avait les meilleurs marqueurs d'essai, ils étaient là, mais on avait mis en place un système de jeu où on attaquait la ligne d'avantage par les avants. Les avants, ils ne servaient pas uniquement à attraper les ballons en touche ou à mêler et les envoyer derrière pour les exploiter. Les avants, c'était eux qui créaient le premier mouvement, d'aller attaquer les lignes d'avantage pour créer du jeu pénétrant, de façon à resserrer les défenses. Et quand on transformait le jeu pour derrière, il y avait toujours des avantages positionnels ou numériques et automatiquement on l'exploitait. Et même si sur Béziers, on a toujours eu un regard sur une équipe de jeu qui faisait un jeu dur, à la déloyale et tout ça, je pense qu'à l'époque, on n'était pas trop aimé, mais c'est pas gênant, ça, on le sait. Quand on est Biterrois, on le sait, c'est toujours comme ça et c'est ce qui fait notre force. Mais on a toujours eu de très très bons joueurs, de très bons arrières. Et puis bon, des joueurs brillantissimes avec des garçons comme Richard Haas, Henri Cabrol, tous ces gens-là. Je ne veux pas tous les citer, ils sont trop nombreux. On a le meilleur marqueur d'essai qu'avec à Béziers, 11 essais en un seul match. Hein. Michel Fabre, sur un seul match, donc les mecs ils marquaient aussi. Mais voilà, il y avait quand même cette culture du jeu de trois quarts narbonnais, et Béziers avait sa culture du jeu d'avant. Voilà, c'était deux écoles qui s'opposaient, et puis bon voilà, ça faisait des matchs de style intéressants, me semble-t-il. Alors c'est très simple, c'est une question d'ouverture d'esprit. Moi j'habite à Nissan, comme je dis, Nissan, c'est le dernier village, après vous basculez au Pas du Loup, vous passez dans l'Aude. Et ma voiture, lorsque je partais faire mes courses, j'allais tout aussi bien à Béziers comme j'allais à Narbonne. Ce qui m'a fait franchir ce fameux Pas du Loup, le cas de le dire, c'est Gérard Sutran,
puisque quand je suis rentré du 13 catalan, j'ai joué à Fleury. Et donc, on a été champion de France cette année à Fleury. Et puis, bon, j'avais arrêté ma carrière. Et puis, Jean Sutra est venu me relancer au mois de janvier de cette année-là. Il m'a dit, Diego, viens jouer à Narbonne. Et j'ai dit, c'est délicat, moi, en tant que Narbonnais. Mais je pense que François Sangali et Dédé Maratuèche auraient été convaincants, ainsi que Gérard. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. Et puis il y avait déjà un collègue biterrois qui était là-bas, c'était Philippe Chamaillou. Et je me souviens d'un match, je crois que c'était contre Bayonne, il y avait eu 5 essais de marqués. Et il y avait eu 4 essais marqués par les biterrois, 2 par Chamaillou, 2 par moi-même et 1 par la Narbonnais. Donc voilà, on a porté notre pierre. Mais bon, ça a été une belle expérience, quoi, de porter le maillot avec ces joueurs-là, comme je vous dis, Didier Condorniou, Patrick Estève. Voilà. Après aussi, dans l'anecdote des derbies, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai fait mon armée militaire sur la base aérienne 944 le radar à Narbonne-Plage. Et donc à l'armée, là c'était pareil. Il y avait Patrick Estève, il y avait Robert Nivelle, il y avait Jean-Marc Magre qui était là. Et puis bon, avec Robert, on se connaissait. Moi je jouais en junior, lui jouait déjà chez... Et puis on s'était perdu de vue, on avait créé une amitié de soldats. Et puis on s'était retrouvés face à face sur un match après avoir fait le service militaire ensemble. C'était une anecdote quand même assez sympa de se retrouver face à Robert. Il avait un visage taillé à la hache, c'était vraiment le pêcheur de la nouvelle. Il était rude, hein. Mais bon, on s'est toujours beaucoup joué, beaucoup respecté, et puis voilà, et que j'apprécie énormément. Et disons que oui, c'est-à-dire que le derby, il y a une part de maîtrise, parce que c'était souvent des matchs où il y avait la part d'intimidation était importante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, où malheureusement il y avait de l'intimidation dans le jeu, dans les impacts, ça lâchait rien, le public poussait derrière. C'est vraiment des matchs qui sont vécus pleinement et ils sont portés sur les 80 minutes durant par les deux clubs, quoi. Et puis voilà, s'il y a une équipe qui prend un peu dessus, les supporters automatiquement sont à la fête, et puis des fois, hop, on entend le silence et puis ça passe de l'autre côté. Et c'est ce qui fait la magie d'un derby, quoi. Voilà. Ça donne envie d'y aller, et j'espère que cette année vous aurez beaucoup de monde sur Narbonne pour ce derby. J'espère qu'on va jouer à guichet fermé, hein, et qu'on va gagner. Oui, alors en fait, c'est un 8e de finale, à l'époque où il y avait 8e de finale aller-retour. Et je crois que c'était le 8e de finale sur Narbonne. Et donc il y a une action, et je suis sur un rack, et je crois que je suis à genoux. Et il y a un des frères Pineda qui arrive et qui me met un grand coup comme ça, alors que l'action était partie. Et donc, geste autoréflexe, bien sûr, je fais un mauvais geste. Et donc l'action part, ça part sur le côté, et c'est de Didier Camerabero en bout de ligne. Et le juge de touche est avec son drapeau tendu, et il signale la faute. Et donc l'arbitre revient voir son juge de touche, automatiquement il signale le mauvais geste que j'avais fait, et il annule l'essai. Et ce match-là se termine au tir au but. Voilà, c'est ça, l'anecdote elle est là. Comme quoi, vous voyez, il faut garder la maîtrise, puisque voilà, sur un simple geste comme ça, voilà, il m'a provoqué, je me suis rendu, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, les terrains de rugby sont des exemples pour les sociétés. Aujourd'hui, c'est pas quand on vous provoque, il ne faut pas se rendre. Sinon, c'est un peu plus délicat. Qu'il y ait un beau match de rugby, qu'il y ait un bel engagement, qu'on voit vraiment cette culture bitéro-narbonnaise, hein, qu'on voit du beau jeu de ligne, qu'on voit un bel engagement, qu'il y ait un match propre, de haut niveau, que le public soit heureux, que Narbonne se maintienne en Pro D2, mais que Béziers gagne. Voilà ce que je peux vous dire, je suis honnête. Acquis ex-Béziers. Vous le voyez autour de moi, c'est normal, je suis biterrois quand même, je peux pas. Même si j'ai porté le maillot orange et noir, je suis né à Béziers, je suis un vrai biterrois. Voilà.